américain en faveur de la Guinée. C'est un financement additionnel de la Banque mondiale dans la lutte contre le coronavirus. Lancement des travaux d'entretien mécanisé des routes préfectorales de Fouré-Caria et la Baie. C'est un projet du département des infrastructures et des transports financé par le Fonds d'entretien routier. CEE 2022 au centre Sogué des aveugles et malvoyants. 4 candidats sur 5 ont réussi leur examen. Une satisfaction pour les parents et les encadreurs. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Audience au Palais Mohamed V. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a ce mardi reçu le PDG de la société néerlandaise de production, de distribution et de commercialisation de produits pétroliers. Il a été introduit auprès du chef de l'État par le DG de la SONAP. Les entretiens ont porté sur le mécanisme d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Suivez cet extrait. La visite en Guinée du PDG du groupe Vivo Énergie et comme il est de coutume, on ne peut pas venir dans un village sans venir dire bonjour au chef du village. Nous sommes une entreprise résolument africaine dont notre PDG a voulu venir saluer Monsieur le Président de la République et pendant cette rencontre, on a eu à échanger sur les projets du groupe Vivo Énergie en Guinée et aussi nous avons bénéficié des conseils du Président. Le Président de la République nous a assuré de l'environnement dans lequel nous opérons et que les conditions seront créées pour que les investisseurs puissent se sentir à l'aise et chez eux en Guinée. Il y a eu quelques malentendus avec les banquiers et qui ont créé quelques retards au niveau des déchargements de bateaux. Mais ce sont des mesures que nous sommes en train de prendre avec la SONAP en travaillant de concert pour nous assurer que cela ne se répète plus. Donc ce dont je peux vous assurer, c'est qu'en tant que Vivo Énergie, nous allons tout faire pour soutenir toutes les actions que la SONAP va mener pour que les importations dans ce pays ne soient plus interrompues. Et donc nous sommes dans cette dynamique et je peux dire que nous bénéficions d'une très bonne collaboration auprès de la SONAP. Notre responsabilité en tant que pétrolier, c'est de faire en sorte que le produit soit disponible partout dans le pays. Et vous savez, il y a des délais de transport. Donc quand un bateau a déchargé à Conakry, il faut pouvoir transporter ce produit jusque partout sur l'étendue du territoire national. Donc il se peut qu'effectivement un bateau a déchargé et puis immédiatement on a du produit à Conakry, mais ça va prendre 1 ou 2 journées avant que les camions puissent arriver à l'autre bout du territoire. Donc c'est des choses sur lesquelles nous travaillons. Il y a déjà des dépôts à l'intérieur du pays et nous sommes en rapport avec la SONAP pour augmenter les capacités de stockage aussi à l'intérieur du pays pour que notre possibilité d'atteindre ces zones-là soit beaucoup raccourcie en termes de délai. Lutte contre le coronavirus, plus de 25 millions de dollars pour la Guinée. C'est un financement de la Banque mondiale qui vise à bouter cette maladie hors de nos frontières. La signature de cet accord a eu lieu ce matin au ministère de l'économie, des finances et du plan. Mamadi Gassama. Cet échange de parapheurs symbolise la mise à disposition d'un montant additionnel de plus de 25 millions de dollars américains. Principale motivation de la Banque mondiale, le renforcement de la lutte contre le Covid-19. Les 25 430 000 dollars qui vont être aujourd'hui signés constituent donc le 3e volet des financements qui vont porter l'ensemble de nos financements sur le programme de Covid à un total de 64 500 000 dollars. Et grâce donc à ce effort combiné, la Guinée pourra donc vacciner, nous estimons, plus de 12% de population additionnelle. Et cela donc, au total, on devrait pouvoir être entre 30 et 38% de la population vaccinée. À date, 20% de la population sont déjà vaccinés. Cette haute signature de convention de financement va booster la capacité de réponse et de prise en charge des citoyens contre cette pandémie. Avec ces ressources additionnelles, l'accompagnement à la fois du ministère de l'économie, des finances et du plan, mais aussi de la Banque mondiale, nos équipes vont rester mobilisées. Elles vont continuer à travailler et nous allons prendre les bonnes décisions et mettre en œuvre les bonnes actions pour poursuivre notre élan et pouvoir vacciner le maximum de Guinéens. Permettez-moi, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement,
Mohamed Beavogui, et à mon nom propre, de remercier la Banque mondiale d'avoir accordé ce premier financement dans le cadre des ressources non engagées de IDA 19. Au-delà de l'achat des vaccins, ce montant servira entre autres à aider le ministère de la Santé à se doter de moyens logistiques pour accompagner la campagne de vaccination au bénéfice des populations guinéennes. Comment lutter contre les interférences dans les communications radio et téléphoniques entre les États de la sous-région? Eh bien, c'est dans cet esprit que Conakry abrite depuis hier une réunion de coordination des fréquences pour 6 États de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre devrait aboutir à l'élaboration d'un document sur la gestion rationnelle des fréquences dans la sous-région. Mamadou Saliouba. Dans un contexte de révolution technologique, l'exploitation rationnelle des fréquences radio et télécommunications est un challenge pour les États. À Conakry, les représentants des 6 États de la sous-région, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée-Bissau, échangent sur les bonnes pratiques pour une gestion des fréquences sans interférence dans les zones frontalières. Les utilisateurs des réseaux de télécommunications ont des équipements qui essayent de propager les ondes électromagnétiques qui vont au-delà de leur territoire respectif. Donc, du coup, cette réunion a pour objectif de coordonner l'utilisation de ces fréquences et les scrambling codes pour que le long de nos frontières, nos paisibles citoyens puissent avoir utilisé nos ressources sans aucune interférence, sans aucun brouillage et même sans aucun roaming intentionnel. C'est une très bonne opportunité pour mettre sur la même table les opérateurs, les régulateurs pour une meilleure coordination, une meilleure gestion de tout ce qui est communication électronique aux frontières. 6e rencontre sur la gestion des fréquences en Afrique de l'Ouest. Ce rendez-vous de Conakry permettra aux représentants des 6 États participants d'élaborer un document de guide sur la bonne exploitation des fréquences dans les localités voisines situées de part et d'autre des frontières des États voisins. Sur instruction du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, Monsieur le Premier ministre Mohamed Beavogui a inscrit l'amélioration des services de télécommunication au niveau national, surtout dans les zones blanches et les zones frontalières, comme une priorité de la lettre de mission du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Aujourd'hui, la RPT, dans le cadre de sa mission de service public, a inscrit dans son plan d'action 2022 la coordination des fréquences dans les zones frontalières avec les pays limitrophes pour répondre à une dynamique panafricaine. La coordination des fréquences est une exigence de l'Union internationale des télécommunications pour lutter contre les interférences dans les télécommunications entre les États voisins. Pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale au Mali, les forces de l'ordre en attente à Kindia viennent de bénéficier d'une série de renforcements de capacités. La formation porte sur les droits humains et les violences basées sur le genre. Ce programme initié par le gouvernement guinéen et le Haut Commissariat aux droits de l'homme vise à les outiller sur la conduite à tenir sur le terrain. Abdoulaye Diallo. Depuis 2011, le gouvernement guinéen et ses partenaires organisent des sessions de sensibilisation en droits de l'homme, droit international humanitaire, lutte contre les violences basées sur le genre, à l'intention des contingents en attente de déploiement dans des missions de maintien de la paix. Dans cette dynamique, le Bureau ONU Droits de l'homme, comme toujours, est sollicité par les autorités militaires pour apporter son expertise. Pour l'exercice 2022, 900 militaires du bataillon Ganga 8 ont bénéficié de cet appui. Avant vous, c'est plus de 9000 fils et filles de la Guinée qui se sont déployés dans un élan de solidarité et au secours des Maliens en détresse, confrontés aux affres du conflit armé, du terrorisme et des violations et abus des droits de l'homme. Cette digne et noble mission pour laquelle vous êtes engagés mérite d'être accompagnée pour vous permettre de l'accomplir dans les meilleures conditions possibles.
Plusieurs sessions de sensibilisation sont organisées ici au camp Samoria à Kindia. Elles ont pour objectif d'accroître la sensibilité des participants sur les questions des droits de l'homme afin qu'ils puissent mieux les prendre en compte dans l'accomplissement de leur prochaine mission. Cette formation vient ajouter un de plus sur vos prérequis. Soyez-en fiers et faites-en bon usage car l'addition de toutes ces connaissances relatives aux normes des Nations Unies conditionne le renforcement de la capacité opérationnelle de ce bataillon. Au terme de ces partages d'informations et de sensibilisation, ces hommes en uniforme ont approfondi leurs connaissances sur les concepts clés tels que les violences basées sur le genre ainsi que les mécanismes de prévention et de lutte contre celles-ci dans les opérations de maintien de la paix. Récemment apparue en Guinée, la grippe aviaire ou la maladie des volailles est une infection provoquée par des virus grippaux de type A et en particulier par les sous-types H5, H7 et H9. C'est dans ce cadre que le gouvernement guinéen et ses partenaires se sont mobilisés à Kindia pour faire face à cette épreuve à laquelle font face les apiculteurs. Yaya Silla. La grippe aviaire est une maladie pour les volailles. Depuis plus de 2 mois, les préfectures de Koya et Frécaria, dans la région de Kindia, sont frappées par cette maladie de la grippe aviaire. Les cheptels ont été décimés pour des mesures de précaution et les dispositions prises pour stopper en vue d'éviter la propagation de la maladie. C'est le but de cette rencontre de formation des acteurs sur la biosécurité. Il y a une analyse de risque effectuée par une mission conjointe du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage via les services vétérinaires et la FAO. Et l'analyse a montré un risque élevé de propagation du virus dans le pays. Donc à cet effet, nous avons organisé cette formation pour que les éleveurs dans les préfectures non contaminées où la maladie n'existe pas d'abord prennent toutes les dispositions de biosécurité. Dans ce plan d'action, effectivement, il est prévu de faire non seulement la riposte à l'infection dans les zones infectées, mais aussi de préparer les acteurs de la filière avicole à se préparer face à l'introduction de la maladie. La FAO est le partenaire de premier plan qui s'engage aux côtés du gouvernement pour lutter contre la grippe aviaire. Les travaux pratiques sur le terrain sont organisés pour que les acteurs se familiarisent avec les pratiques de lutte au quotidien. À partir de cette formation, nous allons prendre des dispositions à stopper pour ne pas que cette maladie entre dans nos fermes. Au nom de Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, adresser mes sincères remerciements à tous les partenaires techniques et financiers pour l'appui constant qu'ils ne cessent d'apporter à notre pays. Et particulièrement à la FAO pour l'accompagnement technique qu'il est en train d'apporter au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage depuis la suspicion jusqu'à la confirmation et la déclaration de la grippe aviaire dans notre pays. La rencontre de Kindia sur la biosécurité est l'une des premières mesures envisagées et les séminaristes promettent de multiplier les connaissances acquises dans les différentes préfectures afin d'éviter la grippe aviaire partout en Guinée. Le projet pour l'agriculture familiale, résilience et marché viennent d'amorcer les travaux de construction d'un marché de collecte de grande capacité. L'objectif est de lutter contre les pertes post-récolte afin d'améliorer la productivité. Fodé Camara. À 75 km de Kankan, dans la commune rurale de Kinyeran, après les premières pluies, une atmosphère de printemps et d'effervescence plane dans l'air. Dans ce grand grenier de la savane, très attaché à la tradition, cette liesse populaire est une marque de soutien du projet de construction du marché de collecte de Kinyeran. Quand vous prenez en Guinée, il y a 3 zones qui produisent beaucoup, qui sont les greniers. Il y a Senko, il y a Koba dans Bofa et Kinyeran dans Mandiana. Si on construit ces marchés, ça veut dire quoi? Que ça va augmenter la production qui était là déjà.
hein, ça va empêcher aussi les jeunes d'aller dans la mine. Donc au lieu qu'on soit dans la mine, s'il y a l'agriculture, donc il va y avoir l'autosuffisance alimentaire. Les jeunes seront occupés. Quand les jeunes sont occupés, ça va diminuer la délinquance. Un vaste programme de désenclavement des périmètres agricoles vient se greffer à ce chantier de construction du marché de collecte de Kignérang. Il va falloir vraiment maintenir le flux et la transaction au niveau des véhicules, le flux des véhicules. Donc, qui parle de cela, il faut vraiment réhabiliter ces pistes. Et dans mon portefeuille, je dois réhabiliter 850 km de pistes. Et ces pistes-là, c'est pour pouvoir désenclaver les grandes zones de production vers les marchés de collecte et en même temps des marchés de collecte vers les grandes zones de production. Avec un délai contractuel de 8 mois, sur ce site de plus de 2 hectares, les bureaux administratifs de gestion doivent être construits. À ces bureaux viennent s'ajouter des magasins de stockage de 60 tonnes, une aire de conditionnement et de séchage, un local pour la microfinance, un grand hangar de négoce et d'autres compartiments d'utilité publique. Notre dispositif important de ce marché sera son autonomisation en électricité. Il sera doté d'un dispositif de panneaux solaires et de batteries de stockage. En ce qui concerne l'adduction d'eau du marché, il est prévu un forage plus un château de 10 mètres cubes et réseau de distribution de l'eau au niveau des différents bâtiments et aires du marché. En tout, 26 marchés de collecte et de migros doivent être réalisés par le projet pour l'agriculture familiale, résilience et marché. Un projet dont la feuille de route est d'accroître les revenus de 78 000 exploitations agricoles dans les régions de la Haute-Guinée et de la Moyenne-Guinée. Nous poursuivons cette édition. Le conseil d'administration du service d'aménagement des points d'eau, SNAP, a tenu son premier conseil ce lundi. Cette rencontre permettra de lancer le programme de réfection et de construction de nouveaux points d'eau pour le bien-être des populations rurales. Amadou Touré. Ouverture du premier conseil d'administration du service national d'aménagement des points d'eau SNAP. Il se fixe pour objectif l'amélioration de l'adduction d'eau potable en milieu rural. Le défi pour notre établissement est de promouvoir et de développer la stratégie de service public de l'eau auprès des collectivités pour lesquelles nous constituons une cheville ouvrière dans leur approvisionnement en eau potable durable. Pour cela, les actions prioritaires à mettre en œuvre sont entre autres refaire un véritable état de lieu de l'alimentation en eau potable pour mieux apprécier le degré de disparité. Élaborer un nouveau programme national d'alimentation en eau potable et assainissement en conformité avec les ODD, le PNDS 2021-2030 et la nouvelle politique nationale de l'eau. Mettre en œuvre les recommandations issues des mémorandums diagnostiques et relance du SNAP. En dépit d'un budget jugé inférieur pour faire face aux attentes des populations dans le cadre de l'accès à l'eau potable, ces membres du conseil d'administration se disent résolument engagés à relever le défi d'accès à l'eau potable en quantité dans les zones rurales. Aujourd'hui, on a des gens qui font, des femmes qui font plus de 2 km à pied chaque jour pour accéder à un point d'eau, parfois impropre à la consommation. Et connaissant nos réalités, le problème d'eau aujourd'hui est la cause centrale de la pauvreté, du dépeuplement et des maladies, dont les victimes sont en particulier des femmes et des enfants dans nos localités rurales. Donc notre mission, c'est de faire en sorte que cette carte-là puisse être changée. Selon les ODD, Objectifs pour le développement durable 2030, les besoins en eau potable des zones rurales en Guinée sont estimés à plus de 17 722 points d'eau, soit 2 191 points d'eau modernes par an, pour un coût estimé à plus de 226 milliards 433 millions 290 000 francs guinéens. Dans l'actualité encore, lancement des travaux d'entretien mécanisé des routes préfectorales de Forêt-Caria et la baie. C'est un projet du département des infrastructures et des transports financé par le Fonds d'entretien routier. La date d'exécution est de 6 mois. Aboubacar Junior Camara. Le secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Transports a lancé les travaux de construction de 68 km entre Forêt-Caria et Séguéa, au compte des travaux mécanisés des routes préfectorales. Sur ce tronçon, 2 ponts et 11 dallos sont prévus afin de désenclaver les zones de production agricole. Ma présence ici, c'est non seulement de lancer les premiers travaux à Forêt-Caria. Après cela, nous allons aller
à Farana, à Boké, à Massanta et dans d'autres localités pour lancer les mêmes travaux. Le Fonds de l'entretien routier FER finance ce projet pour un coût estimé à 8 milliards de francs guinéens. Le Fonds d'entretien routier a pour mission d'assurer le financement durable de l'entretien routier. Ces travaux s'inscrivent dans ce cadre-là. Une fois complétés, ces travaux vont faciliter la vie quotidienne des populations. L'entreprise a 6 mois de délai contractuel pour rendre le chantier avec des normes de garantie. Nous sommes en période de pluie. Vouloir faire un mouvement de terre trop poussé, alors là avec le bur, peut créer encore un patinage pour nous. Donc nous avons estimé utiliser pour le moment le chargeur, dégager l'emprise et nettoyer. De Forêt-Caria, nous voici à Boké. Ici, la construction des 38 km entre Boké et Kamfarandé est lancée. Un projet de la direction des routes préfectorales financé par le Fonds d'entretien routier. Ce projet d'entretien mécanisé des routes préfectorales tient à cœur les communautés bénéficiaires qui voient désormais leurs produits agricoles acheminés vers les grands centres commerciaux. Je suis content de passer à la limite. Ça fait plus de 40 ans. La pluie sera en train de les sages sont en train de faire la prière. Et c'est grâce au président colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui qu'Afrandé a retrouvé ses heures. Depuis la colonisation, les populations de Kamfarandé souffrent par le manque de la route. Après Forêt-Caria et Boké, d'autres régions sont prévues par ce projet, comme Farana, Kissidougou, Labé et Kankan. Et pendant ce temps, l'équipe du Fonds de développement social et de l'indigence séjourne au Fouta. Le but est de sensibiliser les administrateurs territoriaux sur le ciblage des ménages indigents pour le prochain registre social unifié. Alpha Isiagabar. Le Fonds de développement social et de l'indigence, dans la dynamique des autorités de la transition, celle de réduire la pauvreté dans le pays, à Pita, les autorités administratives sont sensibilisées sur le ciblage des ménages indigents pour le registre social unifié. Les 108 présidents de district et les 10 chefs de quartier de la préfecture de Pita étaient au rendez-vous. Il s'agit de recenser toute la population de Guinée. Dans ce recensement, les agents recenseurs pourront identifier les pauvres et les indigents pour venir en appui. Nous allons les sensibiliser à la mosquée. Donc les préparer à recevoir les agents recenseurs. S'ils sont préparés à fond, je crois qu'il n'y aura pas de difficultés. De Pita, nous voici à Dalaba. Ici, le même message est véhiculé. Il s'agit d'informer ces autorités de l'arrivée prochaine des agents enquêteurs dans leur localité. Alors nous savons qu'après cette phase de sensibilisation qui nous concerne, vous reviendrez, et sensibilisateurs et enquêteurs. Nous voudrions juste vous dire que nous sommes prêts à les soutenir. D'après les données de l'Institut national de la statistique, la richesse créée en Guinée a plus que doublé les 10 dernières années. Alors que la même période, la pauvreté ne diminue pas autant. Cet état de fait est caractéristique dans les inégalités persistantes dans la répartition des revenus issus du processus de production. Le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, conscient de cette situation, offre une chance pour arriver à bout de ce dilemme en mettant en place le registre social unifié. Ce programme du Fonds de développement social et de l'indigence pour le registre social unifié devrait permettre aux populations de bénéficier du fruit de la croissance économique du pays. Déjà, plusieurs préfectures sont touchées par cette campagne de sensibilisation de ce service humanitaire de l'État guinéen. À présent, parlons éducation dans cette édition. Au centre Sogué des aveugles et malvoyants, les résultats sont plus que satisfaisants. 4 candidats sur 5 sont admis au CEP. Après ce cycle primaire, ils doivent continuer leur cursus au collège, ce qui est une préoccupation pour leurs parents. Notre reporter, Mohamed De Camara, était au domicile du premier de l'établissement à Dixingar. Regardez. Malgré son handicap visuel, Mohamed Souma, accompagné par sa grand-mère, se promène dans les rues de Dixingar avec fierté. Pour cause, il vient de décrocher son examen d'entrée en 7e. Classé premier de son établissement, c'est grâce au suivi quotidien de la grand-mère, la seule
qui protège le jeune Souma ayant perdu ses deux parents très tôt. Je suis très contente. Cet enfant m'a honorée. Aujourd'hui, il n'a ni père ni mère. Je suis son seul parent. Je veux qu'il continue ses études, mais je n'ai pas suffisamment de moyens pour financer ses études. Je suis très content pour cela. Ça m'a dépassé quand même, en fait. Je vais essayer dans le futur. Je compte poursuivre mes études jusqu'à la fin. Au centre Sogué des aveugles et des malvoyants, il n'est pas seul à avoir décroché son CEP. Ils sont 4 admis sur 5 candidats. L'ouverture prochaine, ces élèves doivent changer d'établissement. Une préoccupation pour les encadreurs et les enfants. Nous lançons toujours un appel au sein de l'autorité aux personnes de bonne volonté. Nous cherchons aussi des parrainages pour nous soutenir durant nos cycles scolaires. À Centre-Sogué, ici, il n'y a pas de collège. Donc, il faut les envoyer dans les écoles privées pour pouvoir poursuivre leurs études. Et pour cela, nous avons besoin de bonne volonté pour pouvoir les prendre en charge. Tout ce que nous utilisons au Centre-Sogué, ici, on ne peut pas les trouver sur le marché. C'est du matériel qu'on ne peut trouver que dans les pays occidentaux tels que la France. Aujourd'hui, élèves malvoyants, non-voyants et parents plaident pour la prise en charge éducative des élèves jusqu'à l'université par l'État guinéen, ce qui favorisera du coup l'inclusion de cette couche de la société guinéenne. La lutte contre la confection de faux diplômes reste au centre des préoccupations au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette pratique a pendant longtemps terni l'image du pays à l'étranger. La ministre de tutelle, Dr Diaka Sidibé, entend repenser le système et rompre avec ses anciennes habitudes. Monir Barry. La rencontre sur la 33e session de la Commission nationale de reconnaissance et d'équivalence des diplômes démarre à Conakry. Elle vise à repenser le système de l'enseignement supérieur guinéen. L'ambition affichée par les autorités est de lutter contre les pratiques frauduleuses dans la confection des diplômes. Une situation qui a longtemps terni l'image du pays à l'étranger et qui freine la mobilité des étudiants et enseignants-chercheurs. La reconnaissance et l'équivalence des diplômes est un processus réalisé en différentes étapes, dont entre autres la vérification de la reconnaissance officielle des IES de délivrance par l'autorité compétente de l'État concerné, la vérification de l'authenticité du diplôme auprès de cette IES de délivrance officiellement reconnue, l'approximation des aspects pédagogiques, c'est-à-dire les critères généraux donnant lieu à ce diplôme. Des efforts sont consentis pour réussir le pari de l'accréditation des programmes et de l'authentification des diplômes. Des travaux de dématérialisation, de la reconnaissance des diplômes, de la centralisation des données et de sécurisation des diplômes sont également dans l'agenda. Notre pays a ratifié la Convention sous-régionale de l'espace CEDEAO bien sûr et la Convention régionale pour les États d'Afrique sur la reconnaissance et l'équivalence des diplômes. En outre, la République de Guinée s'est engagée dans la procédure de ratification de la Convention mondiale de la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur. Dans cette perspective, j'invite mes collègues des autres départements à se joindre à moi pour mener des actions fortes contre toute forme de falsification des diplômes. Dans cette nouvelle dynamique engagée, l'autorité nationale d'assurance qualité est appelée à jouer pleinement sa partition en vue de qualifier le système éducatif au niveau des supérieurs. Ce 5 juillet 2022 marque le 60e anniversaire de l'indépendance de la République algérienne et pour l'occasion, la représentation démocratique de ce pays de l'Afrique du Nord a offert un banquet à Conakry avant de rappeler les liens d'amitié et de fraternité existants entre nos deux pays. Mekine Moussa Kamara, Ali Badara Kondé. Le 5 juillet 1962, la République algérienne démocratique et populaire a proclamé son indépendance après 132 ans de domination française et une guerre de libération de près de 8 ans.
La représentation diplomatique d'Algérie en Guinée salue les efforts héroïques de ses partenaires historiques, parmi lesquels figure en bonne place la République de Guinée. Une occasion de faire le bilan des coopérations bilatérales de 59 ans. Juste après l'indépendance, l'Algérie et la Guinée ont établi des relations diplomatiques, noué des relations fortes dans les domaines les plus divers. Mais le domaine qui a le plus marqué cette relation était celui de la formation, où dans les années 60, 70 et 80, l'Algérie a accueilli peut-être des milliers de jeunes Guinéens qui sont formés en Algérie. Je remercie notre État algérien, tout d'abord, et notre ambassadeur d'avoir organisé cette cérémonie pour notre 60e anniversaire de l'indépendance d'Algérie. Et ça nous a permis de se réunir entre compatriotes et en même temps aussi, bien sûr, les invités. La recherche scientifique, la médecine, la sécurité, les transports et la culture sont les principaux axes de coopération entre ces deux pays. Au lendemain de notre indépendance, l'Algérie a fait confiance à notre pays pour venir installer à Conakry entre 58 et 62 une base du gouvernement provisoire de la République algérienne. Et le FLN a fait du port de Conakry le port de transit. À l'issue d'un vote référendaire, le oui l'emporte par 99,72% des suffrages exprimés. Le président de la République française d'alors, général Charles de Gaulle, a déclaré le 3 juillet 1962 la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie et celle-ci est proclamée en Algérie le 5 juillet de la même année. Et puis les femmes leaders de Guinée étaient face à la presse ce lundi. Il était question de faire part aux médias leur plan d'action. Déjà, elles se préparent pour la mise en place du grand bureau qui représentera la Guinée sur le plan international. Makeme Donzo. Ce point de presse est l'annonce de l'installation du grand bureau national du réseau des femmes leaders africaines, African Women Leaders Network. Aouline sera composée des représentantes des femmes des 6 domaines ciblés par le réseau, pour faciliter le renforcement du leadership des femmes dans la transformation de l'Afrique conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine et aux objectifs du développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Le développement de l'Afrique passera par les femmes. C'est un constat aujourd'hui, c'est une réalité. Pour que cela puisse se faire dans les différents pays, ils ont décidé de créer ce réseau qui va être présent dans tous les pays africains. Donc c'est pour réunir les femmes autour de 6 thématiques qui sont les femmes en politique, les femmes dans le milieu rural, les jeunes femmes leaders, pour que toutes les femmes parlent d'une seule voix, pour qu'on passe de l'état de victime à l'état d'action, pour changer les choses dans les pays, pour accompagner les femmes qui sont dans les politiques, pour qu'elles soient élues dans leurs postes, pour qu'il y ait plus de postes de nomination pour les femmes, pour que l'Afrique change à travers la femme. Ce réseau en Guinée va regrouper toutes les associations de femmes évoluant dans la promotion du genre. Et les chapitres vont servir de cadre pour Aouline d'atteindre un bon nombre de femmes en milieu rural. L'union fait la force. La devise de Aouline, c'est solidarité, compétence et progrès. C'est ensemble, solidaires, que nous allons acquérir des connaissances, donc des compétences, et que nous allons progresser ensemble. Le 6 de ce mois, la Guinée va rejoindre les 29 pays africains qui sont déjà membres de ce grand mouvement continental. À Bouroual-Sonki se tient le conseil d'administration préfectoral. Pendant 3 jours, les chefs services concentrés et déconcentrés de la préfecture feront le rapport d'activité des derniers mois. L'objectif est de mettre en place une politique de développement local. Alpha Siagaba. C'est une première à Télémélé. Le conseil d'administration préfectoral est délocalisé. Il se tient cette année dans la sous-préfecture de Bouroual-Sonki, située à 35 km du centre-ville de Télémélé. Les chefs services concentrés et déconcentrés se retrouvent pour faire le rapport d'activité, mais aussi discuter de l'avenir de la préfecture de Télémélé. Ce conseil administratif, c'est nous devons lister les besoins les plus urgents des populations afin qu'on puisse sortir dès après la session, qu'on puisse attaquer, parce que vous savez, à Télémélé, tout est prioritaire.
mais à la priorité des priorités. Nous allons nous attaquer directement à la priorité des priorités afin qu'on puisse sortir Télémélé de l'ornière. Nous sommes très satisfaits et nous profitons de cette occasion pour essayer de donner quelques inquiétudes et quelques objectifs que nous voulons atteindre d'ici 2023. Vous savez, la sous-préfecture de Bouroual est très enclavée. À ce conseil d'administration de Télémélé, toutes les 14 sous-préfectures, les communes rurales ainsi que les sociétés minières opérant dans la zone sont représentées. Le fonctionnement des collectivités est passé en revue et les défis de développement de la préfecture sont posés. Nous allons discuter réellement de développement, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner les citoyens à la base, surtout dans nos sous-préfectures, dans nos collectivités locales les plus reculées. Voir qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider à développer réellement leur localité, qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider à mobiliser des ressources, parce que sans les ressources aussi, on ne peut absolument rien faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir la paix et la cohésion sociale, qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer le banditisme, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher les vols de bétail. Ce conseil d'administration préfectorale de Télémélé va se tenir pendant 3 jours. 3 jours d'intenses travaux et de partage d'idées sur le développement de la préfecture de Télémélé. Et pour finir, les pèlerins guinéens partent demain mercredi pour la ville sainte de Médine. Pour préparer cette étape, le secrétariat général aux affaires religieuses et l'ambassade de Guinée en Arabie Saoudite ont tenu une réunion de coordination avec les Guinéens. La suite dans ce compte rendu de Ibrahima Khalil Diakité, rendu en studio par Marwan Kamara. C'est le secrétaire général adjoint des affaires religieuses qui a présenté le cadre des échanges et fixé les objectifs. Selon Elhadj Ibrahim Ba, il s'agit de mettre en commun tous les moyens pour assurer au voyage de Mina un plein succès. La délicatesse de cette étape tient au fait que tous les pèlerins de tous les pays s'y retrouvent en même temps et dans le même espace pendant 3 jours. Cela non pas dans des réceptifs hôteliers, mais sous des tentes. Pour la Guinée, cela fait au plan logistique et organisationnel 4527 pèlerins à transporter, héberger, nourrir, encadrer et soigner s'il y a lieu. Vous savez, à partir de demain, c'est le grand déplacement pour Mina. Et nous allons partir à Mina, ensuite à Arafat, revenir à Muzdalifa et revenir à Mina pour les 3 jours de Mina avant de revenir à la Mecque. Pour cela, c'est un mouvement d'ensemble. Alors qu'aujourd'hui, nous avons tous les guides qui sont là présents et tout le monde, tous les pèlerins qui ont quitté notre pays pour le pèlerinage sont à la Mecque. Donc nous avons cherché à mettre en place des commissions pour chacun en ce qui le concerne travaille pour le bon déroulement des activités de pèlerinage. Pour la réussite de toutes ces opérations, l'ambassade de Guinée en Arabie Saoudite n'est pas en reste. Tout le personnel diplomatique et consulaire est mobilisé autour des responsables du département des affaires religieuses. Le nouveau chargé d'affaires près le royaume saoudien veut saluer les plus hautes autorités de la Guinée. 4427 pèlerins sont rentrés. Ils sont tous là, en bonne santé. Tout le monde est là et nous apprêtons à aller à Mina et enfin aller à Arafat pour la montée de Arafat. Tous les pèlerins guinéens sont déjà à la Mecque et un cas de décès est à regretter malheureusement. C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Tout le plaisir a été